Bonjour, bonsoir, c'est Shriver pour la deuxième partie de cette lecture sur le cauchemar d'Innsmouth. Le lendemain matin, un peu avant 10 heures, j'étais, une petite valise à la main, devant la pharmacie Hammond, sur la place du Vieux Marché, pour attendre l'autobus d'Innsmouth. À mesure qu'approchait le moment de son arrivée, j'observais un recul général des flâneurs qui remontaient la rue ou traversaient la place jusqu'au restaurant Ideal Lunch. L'employé de la gare n'avait donc pas exagéré la version de la population locale pour Innsmouth et ses habitants. Peu après, un petit car gris sale, extrêmement délabré, dévala State Street à grand bruit, prit le tournant et s'arrêta près de moi au bord du trottoir. Je compris immédiatement que c'était lui, ce que confirma l'inscription à demi effacée sur le pare-brise. Arkham, Innsmouth, Newport. Il n'y avait que 3 passagers, bruns, négligés, l'air morose et assez jeunes, qui descendirent maladroitement quand la voiture s'arrêta et remontèrent State Street en silence, presque furtivement. Le chauffeur descendit à son tour et je le vis entrer dans la pharmacie pour y faire quelque achat. Voilà sans doute, me dis-je, ce Joe Sargent dont parlait l'employé de la gare, et avant même d'avoir remarqué aucun détail, je fus envahi d'une répugnance instinctive que je ne pus ni expliquer ni réprimer. Je trouvais brusquement tout naturel que les gens du pays n'avaient pas envie de voyager dans l'autobus de cet homme, ni même d'être conduit par son propriétaire, ou de fréquenter le moins du monde la résidence d'un tel individu, et de ses pareils. Lorsque le chauffeur sortit du magasin, je le regardai plus attentivement pour tâcher de saisir la cause de ma mauvaise impression. C'était un homme maigre de près de 6 pieds de haut, aux épaules voûtées, vêtu de vêtements civils bleus et râpés, et portant une casquette de golf grise aux bords effrangés. Il pouvait avoir 35 ans, mais les rides bizarres qui creusaient profondément les côtés de son cou le vieillissaient quand on ne regardait pas son visage morne et sans expression. Il avait une tête étroite, des yeux bleus saillants et humides qui semblaient ne jamais cligner, le nez plat, le front et le menton fouillants, et des oreilles singulièrement atrophiées. Sa lèvre supérieure, longue et épaisse, et ses joues grisâtres aux pores dilatés, paraissaient presque imberbes, à part des poils jaunes clairsemés qui frisaient en maigres touffes irrégulières. Par places, la peau était rugueuse, comme pelée par une affection cutanée. Ses grandes mains aux veines apparentes étaient d'une teinte gris-bleu, très extraordinaire. Les doigts, remarquablement courts en proportion, semblaient avoir tendance à se replier étroitement dans l'énorme paume. Quand il revint vers l'autobus, je remarquai sa démarche traînante et ses pieds démesurés. Plus je les regardais, plus je me demandais comment il pouvait trouver des souliers à sa pointure. Quelque chose de huileux dans son aspect augmenta mon dégoût. Il travaillait sûrement aux pêcheries ou traînait autour, car il était imprégné de leur puanteur caractéristique. Impossible de deviner de quel sang il était. Ses singularités n'étaient certainement ni asiatiques, ni polynésiennes, ni levantines ou négroïdes. Cependant, je voyais bien pourquoi on lui trouvait l'air étranger. Personnellement, j'aurais plutôt pensé à une dégénérescence biologique. Je regrettais de constater qu'il n'y aurait pas dans l'autobus d'autres passagers que moi. Il me déplaisait, je ne savais pourquoi, de voyager seul avec ce chauffeur. Mais le moment du départ approchant, je vainquis mes appréhensions, suivis l'homme dans le bus et lui tendis un billet d'$1 en murmurant seulement « Innsmouth ». Il me regarda un instant avec curiosité, en me rendant 40 cents sans me dire. Je choisis une place loin derrière lui, mais du même côté de l'autobus, car je souhaitais pouvoir suivre des yeux la côte pendant le trajet. Enfin, la voiture délabrée démarra avec une secousse et roula bruyamment entre les vieux bâtiments de briques de State Street dans un nuage de vapeur qui sortait du pot d'échappement. Jetant un coup d'œil aux passants sur les trottoirs, j'eus l'impression qu'ils évitaient de regarder le bus, ou du moins d'avoir l'air de le regarder. Puis nous tournâmes à gauche, dans High Street où l'allure se fit plus régulière. On dépassa rapidement d'imposantes vieilles demeures des débuts de la République, puis des fermes de style colonial plus anciennes encore. On traversa le Lower Green et la Parker River pour déboucher enfin sur une longue plaine monotone en bordure de la côte. La journée était chaude et ensoleillée, mais le paysage de sable, de carex et d'arbustes rabougris devenait de plus en plus désolé à mesure que nous avancions. Je voyais par la fenêtre l'eau bleue et le long fil sablonneux de Plum Island. Et bientôt, nous nous rapprochâmes beaucoup de la grève, tandis que notre chemin étroit s'éloignait de la grande route qui menait à Rowley et Ipswich. Il n'y avait plus de maisons en vue, et je jugeais, d'après l'état de la chaussée, que la circulation était très réduite dans les parages. Les petits poteaux téléphoniques éprouvés par les intempéries ne portaient que 2 fils. Nous franchissions de temps en temps des ponts de bois rudimentaires, sur des cours d'eau soumis à la marée, qui, remontant très loin à l'intérieur des terres, contribuaient à l'isolement de la région.
J'aperçus à plusieurs reprises de vieilles souches et des murs de fondation en ruine, émergeant du sable amoncelé par le vent. Et je me rappelais que, selon une vieille tradition, évoquée dans une des histoires que j'avais lues, cette région avait été jadis fertile et très peuplée. Le changement, disait-on, avait coïncidé avec l'épidémie d'Innsmouth en 1846, et les esprits simples voyaient un rapport obscur avec de mystérieuses puissances maléfiques. En fait, il était dû à des coupes inconsidérées de forêts proches du rivage, qui, privant le sol de sa meilleure protection, avaient ouvert la voie à l'invasion de sable poussée par le vent. Enfin, nous perdîmes de vue Plum Island, et sur notre gauche apparut l'immense étendue de l'océan Atlantique. Notre route étroite se mit à monter en pente raide, et j'éprouvais un étrange malaise en regardant devant moi la crête solitaire, où le chemin creusé d'ornières rencontrait le ciel. Comme si l'autobus allait poursuivre son ascension, quittant complètement le monde de la raison, pour se perdre dans les arcanes inconnus, des couches supérieures de l'atmosphère et du ciel indéchiffrable. L'odeur de la mer prit une signification inquiétante, et le chauffeur, silencieux, la raideur de son dos voûté, sa tête étroite, devinrent de plus en plus détestables. En l'observant, je m'aperçus que l'arrière de sa tête était presque aussi chauve que son visage. Quelques rares mèches jaunes éparpillées sur une peau grise et rugueuse. Arrivés au sommet, nous vîmes la vallée qui se déployait de l'autre côté, à l'endroit où le Manuxer rejoignait la mer au nord de la longue ligne de falaises qui culminait à Kingsport Head, puis oblique en direction de Cape Ann. À l'horizon lointain et brumeux, je distinguais à peine le fil vertigineux du sommet, couronné par l'étrange vieille maison sur laquelle on a compté tant de légendes. Mais pour l'instant, toute mon attention était retenue par le panorama le plus proche, juste au-dessous de moi. J'étais, je le compris, face à face avec Innsmouth, la ville épiée par la rumeur. Malgré sa grande étendue et la densité de ses constructions, la rareté des signes de vie y était de mauvais augure. Du fouillis des cheminées montait à peine un filet de fumée, et les 3 grands clochers se dressaient, austères et dépouillés, sur l'horizon du côté de la mer. L'un d'eux perdait son faîte par morceaux, et ainsi qu'un autre, il exhibait des trous noirs béants, là où avaient été des cadrans d'horloge. L'accumulation de toits en croupe affaissée et de pignons pointus inspirait avec une désagréable évidence l'idée de ruines vermoulues. Et, en approchant, à mesure que la route descendait, je vis beaucoup de toits complètement effondrés. Il y avait aussi de grandes maisons carrées, de style géorgien, avec des toits à arêtes, des lanterneaux et des galeries à balustrades. Elles se trouvaient pour la plupart loin de la mer, et une des 2 était en assez bon état. Je vis, s'en éloignant vers l'intérieur des terres, les rails rouillés et envahis par l'herbe du chemin de fer abandonné, avec les poteaux télégraphiques penchés, maintenant dépourvus de fil, et la voie à demi effacée des vieux wagons qui allaient à Rowley et Ipswich. Le délabrement était pire près des quais, mais en leur centre même, j'aperçus le blanc campanile d'un bâtiment de briques assez bien conservé qui ressemblait à une petite usine. Le port, depuis longtemps ensablé, était protégé par une vieille digue de pierre. J'y discernais les petites silhouettes de quelques marins assis, et à son extrémité, ce qui semblait les fondations d'un phare disparu. Une langue de sable s'était formée à l'intérieur de la barrière, et l'on y voyait des cabanes branlantes, des dories amarrées et des casiers à homards éparpillés. Il ne semblait y avoir d'eau profonde qu'à l'endroit où la rivière coulait à flot, devant le bâtiment au campanile, et obliquait vers le sud, pour rejoindre l'océan, au bout de la digue. Ça et là, les ruines des quais partaient du rivage pour s'achever en méconnaissables pourritures, et les plus éloignés au sud paraissaient les plus dégradés. Au large, j'aperçus, malgré la marée haute, une longue ligne noire, presque à fleur d'eau, qui donnait l'impression d'une étrange malignité latente. Ce devait être, je le savais, le récif du diable. Tandis que je le regardais, le sentiment subtil, bizarre, qu'il me faisait signe vint s'ajouter à la menace repoussante. Et curieusement, cette nuance nouvelle me troubla davantage que l'impression première. Nous ne rencontrâmes personne sur la route, mais bientôt nous passâmes devant des fermes désertes, plus ou moins en ruine. Puis je remarquai quelques maisons habitées, aux fenêtres brisées, bourrues de chiffons, aux cours jonchés de coquillages et de poissons morts. Une ou 2 fois je vis des individus à l'air apathique travailler dans des jardins ingrats, ou chercher des clames sur la plage qui empestait le poisson, et des groupes d'enfants sales au visage simiesque qui jouaient devant des seuils envahis de mauvaises herbes. Ces gens semblaient encore plus inquiétants que les bâtiments lugubres, car presque tous présentaient des singularités de traits et d'attitudes qui m'étaient instinctivement antipathiques, sans que je sache les saisir ni les préciser. Je crus un instant que ce physique caractéristique me rappelait une image déjà vue, peut-être dans un livre,
en des circonstances particulièrement horribles et attristantes. Mais ce pseudo-souvenir disparut très rapidement. Comme l'autobus arrivait en terrain plat, je perçus le bruit régulier d'une chute d'eau qui rompait le silence anormal. Les maisons penchées et lépreuses, plus rapprochées, bordaient les deux côtés de la route et prenaient un caractère plus urbain que celle que nous laissions derrière nous. En avant, la perspective s'était réduite en un décor de rue, et je vis les traces d'un ancien pavage et des bouts de trottoirs de briques. Toutes les maisons paraissaient désertes, et par endroits, des brèches révélaient des restes de cheminées et de murs de caves des habitations écroulées. Partout régnait l'odeur de poisson la plus écœurante qu'on puisse imaginer. Bientôt apparurent des carrefours et des bifurcations. Les rues de gauche menaient vers le rivage aux quartiers sordides, non pavés et pourrissants, tandis que celles de droite gardaient encore l'image d'une splendeur défunte. Jusque-là, je n'avais vu personne dans cette ville. Mais il apparut alors quelques signes d'une population clairsemée. Des rideaux aux fenêtres ici et là, une vieille voiture au bord d'un trottoir. Car les trottoirs et les pavés étaient de plus en plus visibles. Et même si la plupart des maisons étaient plutôt anciennes, des constructions de bois et de briques du début du XIXe siècle, elles restaient manifestement habitables. En moi, l'amateur d'antiquité oublia presque le dégoût olfactif, comme le sentiment de menace et de répulsion, au milieu de cette riche et immuable survivance du passé. Mais je ne devais pas atteindre ma destination sans ressentir un choc des plus pénibles. L'autobus était parvenu à une sorte de vaste carrefour ou de place en étoile, avec des églises des deux côtés, et au centre les restes en lambeaux d'une pelouse circulaire, et je regardais à ma droite un grand édifice en colonnes. La peinture autrefois blanche en était presque grise, écaillée, et l'inscription noire et or sur le fronton était ternie au point que j'eus du mal à déchiffrer les mots « Ordre ésotérique de Dagon ». C'était donc là l'ancienne salle de réunion maçonnique désormais affectée à un culte dégradé. Tandis que je m'efforçais de lire cette inscription, mon attention fut distraite par les sons rauques d'une cloche fêlée qui sonnait de l'autre côté de la rue, et je me retournai vivement pour regarder par la vitre de la voiture, tout près de moi. Le son venait d'une église de pierre au clocher trapu, visiblement plus ancienne que la plupart des maisons, construite dans un style pseudo-gothique et dont le soubassement anormalement haut avait des fenêtres closes. L'horloge que j'apercevais avait perdu ses aiguilles, mais j'entendis la cloche enrouée sonner 11 heures. Puis soudain, toute idée de temps s'effaça devant une image fulgurante, d'une extrême intensité et d'une horreur inexplicable qui me saisit avant même que j'aie pu l'identifier. La porte du sous-sol était ouverte sur un rectangle de ténèbres. Et au moment où je la regardais, quelque chose passa ou sembla passer sur ce fond obscur, gravant dans mon esprit une impression fugitive de cauchemar, d'autant plus affolante que l'analyse n'y pouvait déceler le moindre caractère cauchemardesque. C'était un être vivant. Le premier, à part le chauffeur, que j'ai vu depuis mon entrée dans la ville proprement dite. Et si j'avais été plus calme, je n'y aurais trouvé absolument rien de terrible. De toute évidence, je le compris un moment plus tard. C'était le pasteur, revêtu des curieux ornements sacerdotaux, introduits sans doute depuis que l'ordre de Dagon avait modifié les rituels des églises locales. Frappant mon imagination, elle avait prêté un caractère sinistre, indéfinissable, à un visage imprécis et à une silhouette, vêtue d'une robe et traînant les pieds. Je ne tardai pas à conclure que je n'avais eu aucune raison d'éprouver ce frisson, pour un néfaste faux souvenir. N'était-il pas naturel qu'une secte locale adopte parmi ses tenues un modèle unique de coiffure, familier à la communauté par quelque singularité, peut-être la découverte d'un trésor? Ça et là, quelques jeunes gens apparurent sur les trottoirs, individus répugnants, seuls ou par petits groupes silencieux de 2 ou 3. Le rez-de-chaussée des maisons croulantes abritait parfois de modestes boutiques aux enseignes minables, et je remarquai 1 ou 2 camions arrêtés que nous dépassions bruyamment. Le bruit de chute d'eau devint de plus en plus net, et je vis presque aussitôt devant nous une rivière très encaissée, enjambée par un large pont à balustrade de fer au-delà duquel s'ouvrait une grande place. Pendant que nous le franchissions avec un bruit métallique, je regardai des 2 côtés, et j'aperçus des bâtiments d'usine sur le bord de l'escarpement herbeux ou un peu plus bas. Tout au fond de la gorge, l'eau était très abondante, et je vis 2 fortes chutes en amont à ma droite et au moins une en aval à ma gauche. À cet endroit, le bruit était assourdissant. Puis nous débouchâmes sur la grande place semi-circulaire, de l'autre côté de la rivière, et nous nous arrêtâmes à main droite devant une grande bâtisse couronnée d'un belvédère, portant des restes de peinture jaune et une enseigne à demi effacée, qui annonçait « La maison Gilman ». Trop heureux de descendre enfin de cet autobus, j'allai immédiatement déposer ma valise dans le hall sordide de l'hôtel. Je n'y trouvai qu'une seule personne, un homme d'un certain âge qui n'avait pas ce que j'avais fini par appeler le masque d'Innsmouth.
Et, me souvenant d'incidents bizarres qu'on avait signalés dans cet hôtel, je résolus de ne lui poser aucune des questions qui me préoccupaient. J'allais plutôt faire un tour sur la place, d'où l'autobus était déjà parti, pour examiner l'endroit, d'un œil attentif et critique. L'espace libre, pavé de pierres rondes, était limité d'un côté par la ligne droite de la rivière, de l'autre par un demi-cercle de bâtiments de briques au toit en pente datant de 1800 environ, d'où rayonnaient plusieurs rues vers le sud-est, le sud et le sud-ouest. Les réverbères étaient désespérément rares et petits, toujours des lampes à incandescence de faible puissance, et je me félicitais d'avoir prévu mon départ avant la nuit, même si je savais qu'il y aurait un beau clair de lune. Les bâtiments étaient tous en bon état et comptaient peut-être une douzaine de boutiques toujours en activité. L'une d'elles était une épicerie, succursale de la First National, une autre un restaurant lugubre suivi d'une pharmacie et du bureau d'un poissonnier en gros, et d'une autre encore à l'extrémité est de la place. Près de la rivière, les bureaux de la seule industrie de la ville, la compagnie d'affinage Marsh. Il y avait une dizaine de personnes, 4 ou 5 automobiles et camions arrêtés çà et là. Je me trouvais donc au cœur de la vie sociale d'Innsmouth. J'apercevais à l'est le bleu du port, sur lequel se détachaient les ruines des 3 clochers géorgiens, superbes en leur temps. Et vers le littoral, sur l'autre berge de la rive, le banc campanile, qui surmontait ce que je supposais être l'affinerie Marsh. Pour une raison ou pour une autre, je commençais à l'épicerie mes premières investigations, le personnel d'une succursale ayant moins de chances d'être du pays. Celui qui s'en occupait seul était un garçon d'environ 17 ans, et je constatais avec plaisir l'air accueillant et la vivacité qui promettaient une information réconfortante. Il semblait ravi de parler, et je compris bientôt qu'il n'aimait pas cet endroit, son odeur de poisson, ni ses habitants sournois. Il venait d'Arkham, logeait chez une famille originaire d'Ipswich, et retournait chez lui chaque fois qu'il avait un moment de liberté. Ses parents regrettaient qu'il travaille à Innsmouth, mais la direction de la chaîne l'avait envoyé là, et il ne voulait pas perdre son emploi. Il n'y avait à Innsmouth, dit-il, ni bibliothèque municipale, ni chambre de commerce, mais je saurais probablement m'orienter. La rue par laquelle j'étais arrivé était la fédérale. À l'ouest se trouvaient les rues des anciens beaux quartiers, Broad, Washington, Lafayette et Adam Street, et à l'est les taudis du côté de la mer. C'était là, le long de Main Street, que je trouverais les vieilles églises géorgiennes, mais elles étaient abandonnées depuis longtemps. Mieux valait ne pas trop se faire remarquer dans ces parages, surtout au nord de la rivière, car les gens étaient maussades et hostiles. Quelques étrangers y avaient même disparu. Certains endroits étaient presque territoire interdit, comme il l'avait durement appris à ses dépens. Il ne fallait pas, par exemple, traîner près de l'affinerie Marsh, ni autour d'aucune église encore active, ou de la salle à colonnes de l'ordre de Dagon, à New Church Green. Ces églises très singulières, toutes formellement désavouées ailleurs par leurs confessions respectives, adoptaient, à ce qu'on disait, les rituels et les vêtements sacerdotaux les plus bizarres. Leur credo hétérodoxe et mystérieux faisait entrevoir de prodigieuses métamorphoses qui menaient à une sorte d'immortalité du corps sur cette terre même. Le pasteur du jeune homme, le docteur Wallace d'Ashbury M.E. Church d'Arkham, lui avait solennellement recommandé de ne fréquenter aucune église à Innsmouth. Quant aux habitants, il ne savait trop qu'en penser. Ils étaient aussi insaisissables et furtifs que les animaux qui vivent dans des terriers, et l'on se demandait bien comment ils pouvaient passer leur temps en dehors de leur activité intermittente de pêcheurs. À en juger par la quantité d'alcool de contrebande qu'ils consommaient, peut-être restait-il une bonne partie de la journée plongé dans une hébétude d'ivrogne. Ils semblaient se grouper dans une espèce de solidarité et de morne confrérie, méprisant le reste du monde comme s'ils avaient accès à d'autres sphères d'existence plus enviables. Physiquement, ils étaient vraiment épouvantables, surtout ces yeux fixes qu'on ne voyait jamais fermés, et leur voix faisait horreur. On les entendait avec dégoût psalmodier la nuit dans leur église, particulièrement pendant leurs fêtes et cérémonies de renouveau qui tombaient 2 fois par an, le 30 avril et le 31 octobre. Ils adoraient l'eau et nageaient énormément dans la rivière et dans le port. Les courses de natation jusqu'au récif du diable étaient très fréquentes, et tous ceux qu'on y voyait semblaient tout à fait capables de prendre part à cette difficile épreuve. À bien y réfléchir, c'étaient plutôt les gens encore jeunes qu'on voyait en public, et parmi eux, les aînés étaient le plus sujets aux malformations. Les exceptions, quand il y en avait, étaient en général des personnes sans aucune anomalie, comme le vieil employé de l'hôtel. On pouvait se demander ce que devenait la masse des vieilles gens, et si le masque d'Innsmouth n'était pas une étrange et insidieuse maladie qui aggravait son emprise à mesure que les années passaient. Seul mal peu commun pouvait évidemment provoquer chez un individu d'aussi graves et radicales transformations anatomiques après la maturité, affectant jusqu'à des éléments osseux fondamentaux tels que la forme du crâne.
Et pourtant, même cette particularité n'était pas plus déconcertante et inouïe que les signes visibles de la maladie dans leur ensemble. Il serait difficile, pensait le jeune homme, d'obtenir des conclusions précises sur ce point, car on n'arrivait jamais à connaître personnellement les indigènes, même après un long séjour à Innsmouth. Il était persuadé que beaucoup de spécimens, pires encore que les plus hideux qu'on rencontrait, étaient tenus sous clé, quelque part. On entendait parfois des bruits étranges. Les taudis croulants du front de mer au nord de la rivière communiquaient, disait-on, par des galeries secrètes, constituant une véritable réserve de monstres invisibles. De quel sang étranger était-il, si c'était du sang? Impossible de le savoir. On cachait quelquefois certains individus particulièrement répugnants quand les représentants du gouvernement ou d'autres personnes du monde extérieur venaient à Innsmouth. Il serait inutile, dit mon informateur, de poser aux indigènes des questions sur leur cité. Le seul qui consentirait à parler était un homme très âgé, mais apparemment normal, qui vivait à l'hospice tout en haut du quartier nord, et passait son temps à aller et venir ou à flâner près de la caserne des pompiers. Ce personnage chenu, Zadok Allen, avait 96 ans, perdait un peu la tête et c'était l'ivrogne de la ville. Un être bizarre aux allures furtives, qui regardait sans cesse par-dessus son épaule comme s'il redoutait quelque chose, et qui refusait absolument, quand il était agent, de parler avec des étrangers. Mais aussi, il était incapable de résister à une offre de son poison favori. Et une fois ivre, il prodiguait à voix basse des débris de souvenirs stupéfiants. Pourtant, on n'en tirait pas grand-chose d'utile, car ces histoires, allusions folles et sans suite à des horreurs et à des merveilles incroyables, ne pouvaient venir que de sa propre imagination déréglée. Personne ne le croyait jamais, mais les gens de la ville n'aimaient pas le voir boire et parler avec des étrangers. Et il n'était pas toujours sans risque d'être vu en conversation avec lui. Les rumeurs et les chimères populaires les plus délirantes devaient en partie lui être attribuées. Quelques habitants originaires d'ailleurs prétendaient de temps en temps avoir entreaperçu des choses monstrueuses. Mais entre les histoires du vieux Zadok et les difformités des citoyens, il n'était pas surprenant que naissent de telles illusions. Aucun d'eux ne s'attardait dehors à la tombée de la nuit, car il était généralement admis que ce serait une imprudence. D'ailleurs, les rues étaient affreusement sombres. Quant au commerce, l'abondance du poisson était assurément presque surnaturelle, mais les indigènes en profitaient de moins en moins. En outre, les prix baissaient et la concurrence allait croissant. Évidemment, la seule industrie véritable de la ville était la finerie, dont les bureaux se trouvaient sur la place, à quelques maisons seulement de l'épicerie où nous étions. Le vieux Marsh ne se montrait jamais, mais il se rendait parfois à son usine dans une voiture fermée, aux rideaux tirés. Beaucoup de bruit courait sur ce qu'il était devenu. Dans le temps, ça avait été un vrai dandy, et l'on prétendait qu'il portait encore la redingote de l'époque d'Édouard VII, curieusement adaptée à certaines déformations. Ses fils, qui dirigeaient autrefois le bureau sur la place, étaient devenus invisibles depuis longtemps, laissant la charge des affaires à la nouvelle génération. Eux et leurs sœurs avaient pris un air très bizarre, surtout les aînés, et l'on disait que leur santé déclinait. L'une des filles Marsh était une femme repoussante, à l'allure reptilienne, qui portait une profusion de bijoux appartenant manifestement à la même tradition exotique que la fameuse tiare. Mon informateur les avait remarqués plusieurs fois, et il avait entendu dire que cela venait d'un trésor secret, de pirates ou de démons. Les pasteurs, ou les prêtres, ou quel que soit le nom qu'ils portaient à présent, avaient adopté comme coiffure une parure de ce genre, et on les apercevait rarement. Le jeune homme n'en avait jamais vu d'autres spécimens, bien qu'il en existât beaucoup à Innsmouth, disait-on. Les Marsh, comme les trois autres familles bien nées de la ville, les Waite, les Gilman et les Elliott, vivaient très retirés. Ils habitaient d'immenses demeures le long de Washington Street, et plusieurs étaient soupçonnés d'abriter en cachette certains parents encore vivants, à qui leur étrange aspect interdisait de paraître en public, et dont le décès avait été annoncé et enregistré. M'ayant averti que beaucoup des rues avaient perdu leurs plaques, le jeune homme dessina à mon intention une carte, sommaire mais claire et appliquée, des traits les plus frappants de la ville. Après l'avoir examinée un moment, je sentis qu'elle me serait d'un grand secours, et je l'empochai avec les remerciements les plus vifs. Le seul restaurant que j'avais vu était si minable que j'achetai une bonne provision de biscuits au fromage et de gaufrettes au gingembre qui me tiendraient lieu de déjeuner. Je décidai de parcourir les rues principales, de parler à tous les non-indigènes que je pourrais rencontrer, et de prendre la voiture de 8 heures pour Arkham. La ville, je le voyais bien, offrait un exemple extrême et significatif de déchéance collective. Mais n'étant pas sociologue, je bornerai mes observations essentielles au domaine de l'architecture.
C'est ainsi que je commençais ma visite systématique et assez déconcertante des rues d'Innsmouth, étroites et condamnées à l'ombre. Après avoir traversé le pont et tourné en direction des chutes grondantes de Laval, je passais tout près de la finerie Marche, singulièrement silencieuse pour un bâtiment industriel. Elle se dressait sur l'escarpement qui dominait la rivière, près du pont et du large carrefour qui devait être l'ancien centre actif, remplacé après la Révolution par l'actuel Town Square. Franchissant de nouveau la gorge sur le pont de Main Street, je découvris un quartier tellement désert que j'en eus un frisson. Des groupes roulants de toits à deux pentes se découpaient sur le ciel en une fantastique dentelure, que dominait le sinistre clocher décapité d'une ancienne église. Certaines maisons de Main Street étaient occupées, mais la plupart avaient été aveuglées par des planches clouées. Dans les ruelles adjacentes et dépourvues de pavés, je vis les fenêtres noires et béantes de bicoques abandonnés, dont beaucoup penchaient selon des angles incroyables et périlleux par la suite de l'écroulement d'une partie des fondations. Devant le regard fixe de ces fenêtres fantomatiques, il fallait du courage pour tourner vers l'est en direction du port. La terreur des maisons désertes croît certainement en progression géométrique et non arithmétique à mesure que ces maisons se multiplient pour former une cité totalement désolée. La vue de ces interminables avenues, aussi vides et mortes que des yeux de poisson, la pensée de ces enfilades de compartiments noirs et menaçants, voués aux toiles d'araignée, aux souvenirs et aux vers vainqueurs, réactive des vertiges de peur et de dégoût que ne saurait dissiper la plus robuste philosophie. Fish Street était aussi déserte que Main Street, mais en revanche, elle gardait beaucoup d'entrepôts de briques et de pierres en excellent état. Water Street en était presque la réplique, sauf qu'elle présentait de larges brèches en direction de la mer à la place des quais détruits. Je ne voyais pas en être vivant, à part de rares pêcheurs au loin sur la digue, et je n'entendais pas d'autre bruit que le clapotis de la marée dans le port et le grondement des chutes du Manuxet. La ville agissait de plus en plus sur mes nerfs, et je regardais furtivement derrière moi en rebroussant chemin pour traverser le pont branlant de Water Street. Celui de Fish Street, comme l'indiquait mon plan, était en ruine. Au nord de la rivière, il y avait quelques traces de vie misérable. Conserverie de poissons en pleine activité dans Water Street, fumée de cheminées et toits réparés ici et là, bruit de provenance indéterminée, silhouettes au pas traînant dans les rues mornes et les ruelles non pavées. Mais cela me semblait encore plus oppressant que l'abandon du quartier sud. D'abord, les gens étaient plus hideux et anormaux que ceux du centre de la ville, au point que plusieurs fois me revint désagréablement à l'esprit une question absolument invraisemblable dont je ne savais que faire. Sans aucun doute, le sang étranger dont la population d'Innsmouth était-il ici plus présent que vers l'intérieur des terres, à moins que le masque d'Innsmouth ne soit une maladie plutôt qu'une tare héréditaire, auquel cas, ce quartier abritait les lésions les plus graves. En détail qui me préoccupait était la répartition des quelques faibles bruits que j'entendais. Ils auraient dû, bien sûr, tous venir des maisons visiblement habitées, alors qu'en réalité, ils étaient souvent plus forts derrière les façades les plus rigoureusement condamnées. Il y avait des craquements, des bruits de pas précipités et des sons rauques incertains. Je songeais avec inquiétude au souterrain secret qu'avait évoqué le jeune garçon de l'épicerie. Brusquement, je me surpris à me demander quelles pouvaient être les voix de ces gens. Je n'avais entendu parler personne jusqu'ici dans ce quartier, et sans savoir pourquoi, je redoutais vivement de les entendre. Je ne pris que le temps de regarder deux églises, belles mais en ruine, de Main Street et de Church Street. Puis, je quittai en hâte ces immondes taudis du front de mer. Logiquement, j'aurais dû gagner New Church Green, mais, quelle qu'en fût la raison, je ne pus supporter l'idée de repasser devant l'église où j'avais aperçu la silhouette inexplicablement terrifiante du prêtre ou pasteur bizarrement couronné. D'ailleurs, le jeune homme m'avait dit que les églises, aussi bien que la salle de l'ordre de Dagon, n'étaient pas des endroits sûrs pour des étrangers. Je suivis donc Main Street en direction du nord jusqu'à Martin Street, puis, tournant vers l'intérieur des terres, je traversai sans dommage Federal Street au nord du Green, et pénétrai dans l'ancien quartier aristocratique du nord de Broad Street et des rues Washington, Lafayette et Adams. Bien que mal pavées et négligées, ces vieilles avenues ombragées d'ormes n'avaient pas perdu toute leur dignité. Elles sollicitaient l'une après l'autre mon attention. La plupart étaient délabrées et aveuglées de planches au milieu de parcs à l'abandon, mais une ou deux dans chaque rue paraissaient habitées. Dans Washington Street, il en restait 4 ou 5 à la suite, en excellent état, entourés de pelouses et de jardins parfaitement entretenus. La plus somptueuse, dont les vastes parterres en terrasse s'étendaient jusqu'à Lafayette Street, appartenait probablement au vieux Marsh, le propriétaire contaminé de la finerie.
On ne voyait aucun être vivant dans ces rues, et je m'étonnais de l'absence totale de chats et de chiens à Innsmouth. Autre sujet de perplexité et de trouble, même dans certaines des demeures les mieux conservées, beaucoup de fenêtres du 3e étage et du grenier étaient hermétiquement condamnées. La dissimulation et le mystère semblaient régner universellement dans cette cité étrange de silence et de mort, et je ne pouvais m'empêcher de me sentir épié de tous côtés par ces yeux fixes et sournois qui ne se fermaient jamais. Je frissonnais en entendant une cloche fêlée sonner 3 heures dans un clocher sur ma gauche. Je ne me rappelais que trop l'église trapue d'où ces sons provenaient. Suivant Washington Street jusqu'à la rivière, je me trouvais de nouveau devant une ancienne zone industrielle et commerciale. Je remarquais les ruines d'une usine en face, puis d'autres, et les restes d'une vieille gare et d'un pont de chemin de fer couvert au-delà qui enjambait la gorge à ma droite. Bien que ce pont douteux fût muni d'un panneau dissuasif, je m'y risquais et repassais sur la rive sud où un peu de vie réapparut. Des créatures furtives aux pas traînants me jetèrent des regards énigmatiques, et des visages plus normaux m'examinèrent avec froideur et curiosité. Innsmouth devenait rapidement intolérable, et je tournais dans Payne Street en direction de la Grand Place, dans l'espoir de trouver un véhicule quelconque qui me ramènerait à Arkham avant l'heure de départ encore éloignée du sinistre autobus. C'est alors que je vis à ma gauche la caserne de pompiers délabrée, et remarquai un vieillard rougeau, à la barbe hirsute et aux yeux larmoyants, couvert de haillons indescriptibles, qui, assis devant sur un banc, bavardait avec 2 pompiers en tenue négligée, mais l'air normal. Cela ne pouvait être que Zadok Allen, le nonagénaire alcoolique et à demi fou, dont les histoires sur la vieille Innsmouth et son ombre étaient si hideuses et incroyables. Et c'est ainsi que se conclut le 2e chapitre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. Et n'hésitez pas également à aller jeter un coup d'œil dans la description. Sur ce, passez une très bonne journée ou une très bonne nuit. Et à la prochaine.